La revue de presse d'Europe 1 à présent, Olivier Delagarde. Ce matin, une revue de presse empreinte de nostalgie. Ouais, c'était il y a 50 ans, jour pour jour, Dimitri. Le 12 mai 1976, l'équipe de foot de Saint-Etienne allait disputer et perdre la finale de l'ancêtre de la Champions League. Le match se déroulait à Glasgow contre le Bayern de Munich. Tout le monde peu ou prou a entendu parler de l'histoire, ou plutôt de la légende des poteaux carrés qui auraient privé les Verts de la victoire. On se souvient aussi de quelques noms de joueurs. Rocheteau, Larquet, Ivan Kurkovic, les frères Revelli ou Osvaldo Piazza. On a tous en mémoire la descente des Champs-Élysées triomphale des vaincus, organisée par notre ami Jacques Vendroux. Mais tout cela ne suffit pas à expliquer pourquoi ce souvenir prend autant de place dans notre mémoire collective. Ce matin, l'édition stéphanoise du Progrès fait la part belle à cet anniversaire. Le journal a même retrouvé Franz Roth, l'auteur du but allemand, qui lui accorde une interview. Saint-Etienne aurait pu gagner cette merveilleuse finale, déclare le fossoyeur des Verts. L'équipe consacre 3 pages aussi à ce match, c'est beaucoup, mais ça peut se comprendre. Mais que le Figaro lui consacre une pleine page, cela peut sembler plus surprenant. Sauf que cette finale fut autre chose qu'un simple match de foot. Le 12 mai 1976, Giscard est à l'Élysée, Chirac à Matignon, et l'éditorialiste du Figaro, Jean Guiton, trempe sa plume dans l'encrier de la condescendance. Saint-Etienne n'a rien pour plaire, écrit-il ce matin-là, ni fleuve, ni passé, ni monument. Pour l'aimer, il faut aimer la grisaille et la peine. Saint-Etienne, c'est à l'époque la ville ouvrière par excellence. C'était une ville sombre, raconte aussi Vincent Duluc dans l'équipe. Une ville révélée par le long plan séquence d'ouverture du film Le Juge Fayard d'Yves Boisset avec Patrick Devers. Une ville où le public envoyait les joueurs à la mine quand leur short restait un peu trop blanc. 1976, c'était le début de la crise, la fin des 30 Glorieuses et des mines de charbon. C'était le foot en noir et blanc et puis une bande-son de l'époque. Je sais que vous aimez ça. On va faire un petit blind test sur les tubes de 1976. Anissa. Souchon. Oui. Bravo. Barry White. Oh, bravo. Elle est pénible, hein. Ouais, une petite troisième. J'ai mon rhumatisme. Michel Delpech. Voilà. Allez, Incroyable. on change d'époque et de nostalgie à Ouais, présent, on va Olivier. même faire un peu d'anticipation nostalgique, si vous me permettez de passer l'expression. En 2067, quel souvenir restera-t-il d'Emmanuel Macron alors que nous serons 50 ans après son accession au pouvoir? Alors que nous sommes à pile 1 an et 1 jour de la fin de son mandat, même si le crépuscule est un sujet tabou à l'Élysée, il paraît que la question obsède notre président, raconte Louis aux Alters du Figaro. Il se dit qu'on se souviendra de lui de manière positive s'il agit jusqu'au bout, lâche un conseiller. Alors le président s'agite, à défaut de présider. Le voilà qui chante la bohème en Arménie, qui court avec un marathonien à Nairobi. For sure, c'est bon pour les réseaux. Pour le reste, eh bien, la dissolution a anéanti sa majorité. Alors Emmanuel Macron s'est emparé du costume qui lui reste. Chef des armées. Jamais sous la Ve République, il n'y a eu une dissociation aussi forte entre le regard porté sur le président sur la scène intérieure et sur la scène extérieure, explique le patron de l'IFOP, Frédéric Dabi. Constatant les propos tenus par ses sondés, il note que les verbatims positifs ne concernent que l'international, où il est décrit comme un président dans son rôle. On n'a quasiment aucun propos positif sur la scène intérieure, où il est perçu comme un président absent qui ne s'intéresse plus aux Français. Alors pour lui remonter le moral, des visiteurs lui racontent que plus tard, les Français diront « j'ai pas voté pour lui, mais franchement, ça avait une autre allure ». Le président apprécie la flatterie, paraît-il. Après tout, c'est peut-être vrai. Depuis l'épopée des Verts, on sait que les Français aiment les perdants. Quoi d'autre dans les journaux ce matin, Olivier? Alors évidemment, l'antavirus et le grand retour des épidémiologistes à qui l'on pose plein de questions. Je vous laisse lire les réponses tout seul. Parce qu'on va terminer par un papier étonnant trouvé dans le Parisien aujourd'hui en France. Vous avez des enfants, Dimitri? Bien sûr. Comment est-ce que vous avez fait pour trouver leur prénom? Négociation. Négociation. Bon, vous n'y êtes pas du tout. Aujourd'hui, il y a des coachs pour vous aider à faire votre choix. Bérangère Le Petit, du Parisien, on a rencontré une qui reconnaît elle-même le côté bizarre de l'affaire. Au départ, je trouvais ça zinzin, dit-elle. Je me suis même demandé dans quel monde des gens pouvaient payer pour se faire conseiller sur le prénom de leurs enfants. Et puis finalement, vu que ça marche, elle s'est fait une raison. Elle facture 65 € les 3 quarts d'heure de consultation. Sinon, il y a la méthode Jukebox. Noémie est très jolie. Et puis comme je suis sympa, moi je vais vous le faire gratuitement. Vous attendez un enfant, madame,
pas d'hésitation à avoir. Si c'est un garçon, vous l'appelez Pascal, comme Pascal Pro. C'est une fille, vous l'appelez aussi Pascal. Ce ne sera pas forcément des enfants très faciles, mais normalement, vous ne devriez pas vous ennuyer. La revue de Ça presse va, d'Europe 1. Merci beaucoup Olivier Delagarde.